BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. On n'arrête pas de parler de l'institutionnalisation des cryptos, mais concrètement, qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine peut proposer à ses clients? Est-ce adapté? Est-ce efficace? S'il veut se former, comment faire? Florent Trépeau est avec nous. Bonjour. Family Officer chez AFJ Gestion Privée. Et puis l'AMF dans tout ça, hein, l'autorité des marchés financiers. Est-elle à jour? Est-elle prête? Et est-elle aux côtés des conseillers en gestion de patrimoine? On en parlera avec Valéria Faure-Muntian, qui est déléguée générale de l'Anacofi, qui est en ligne avec nous. Bonjour Valéria. Bonjour. Je précise que l'Anacofi, c'est l'Association nationale des conseillers financiers. Et puis, tout simplement, est-ce que ce ne serait pas plus simple de réunir les deux mondes, la finance traditionnelle et les cryptos? Où en est ce rapprochement? On en parle dans un instant avec Raphaël Potard. Bonjour Raphaël. Bonjour Amaury. Fondateur et organisateur de Crypto Tour et puis président de Cryptosphère IAE Lyon. Bon, je propose qu'on commence avec vous, Florent Trépeau, très simplement, pour poser un petit peu le cadre. Vous êtes un acteur de terrain, un family officer, un conseiller en gestion de patrimoine aussi. C'est quoi aujourd'hui l'état de tout simplement de l'adoption des solutions crypto par les conseillers en gestion de patrimoine dans les solutions qu'ils recommandent à leurs clients? Aujourd'hui, un conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'il peut recommander à ses clients en termes de crypto? Alors bonjour encore une fois, merci pour l'invitation. On va pas faire de pub spécifiquement pour une solution particulière, mais le contexte a beaucoup évolué. On va dire que le constat qu'on peut faire, c'est que je vais comparer 2022, 2023 et ce que je vois en 2024. On est passé d'une population de conseillers, je dirais assez marginalement concernés. Donc peut-être on avait un quart, 20% à peine de la population des CGP français qui intégraient dans leur réflexion et vis-à-vis de leurs clients les solutions crypto. Maintenant, aujourd'hui, je dirais que sur 2023, et on s'inspire beaucoup des études qui viennent des États-Unis, puisque c'est eux où il y a vraiment un petit temps d'avance par rapport à nous, il faut le reconnaître. Je vois, on est plutôt à 50% des conseillers qui s'interrogent. Carrément la moitié aux États-Unis. C'est même pire. Aux États-Unis, on a 70% des conseillers qui prévoient d'en inclure d'ici fin 2024. Et aujourd'hui, ils incluent pour plus de 50%, 5 à 6% des actifs de leurs clients sur des solutions crypto. Ça s'explique par les innovations qu'on a connues avec l'entrée des ETF, Bitcoin, Ether, de solutions d'ailleurs plus retail, plus accessibles. Et puis ça va aussi de pair, vous l'avez évoqué, avec la formation. Et moi, ce que je constate, c'est que j'ai plusieurs casquettes, à la fois conseiller et à la fois formateur pour mes confrères. C'est une montée croissante de la curiosité et du besoin de répondre aux demandes des clients. En réalité, on avait avant des clients qui étaient assez peu concernés, qui demandaient assez rarement, je dirais de manière marginale, d'être accompagnés sur ces sujets-là. Moi, de nos jours, ce que je vois, c'est que c'est un sujet qui vient très naturellement dans la conversation. Et si vous n'êtes pas capable, en tant que conseiller, de répondre à cette demande, votre client va finalement aller voir un autre conseiller. Florent, en gros, là, ce que vous me dites, c'est que finalement, c'est plus les clients qui poussent pour que leurs conseillers en gestion de patrimoine, tout simplement, leur offrent des solutions pour s'exposer au marché crypto, plutôt que l'inverse. C'est pas les CGP, c'est moins les CGP ou les family officers qui viennent voir leurs clients, leur disant attendez, on peut vous proposer de la crypto. Ça vient plutôt des clients. Exactement. On rappelle que c'est une classe d'actifs très volatile, très risquée, qui est réservée à certains profils de clients, donc ceux qui sont capables de supporter une certaine volatilité. Et là où je mets une petite différence, c'est que justement ces doubles casquettes de family officer et conseiller en gestion de patrimoine, je veux juste repréciser les rôles. Oui, c'est quoi la différence entre les deux? Alors le conseiller en gestion de patrimoine, c'est finalement votre conseiller financier, votre conseiller juridique sur la gestion et l'optimisation de la transmission de votre patrimoine. C'est un terme générique qui va englober finalement toute la profession. Et puis après, vous avez des spécialistes. Le family officer, c'est celui qui va plutôt accompagner des familles sur une dimension à 360 et va aller finalement un petit peu plus loin, je dirais, que le conseiller traditionnel dans la personnalisation de l'accompagnement. Et pourquoi je souligne ça, c'est que moi, je l'ai constaté il y a quelques années, c'était certaines familles, on va dire, avec un niveau de patrimoine, qui sont dans une logique de défense de leur patrimoine, qui vont chercher la diversification et qui étaient les premiers à nous solliciter sur ces questions-là. Ça a ruisselé. Et aujourd'hui, finalement, des clients sur des patrimoines, je dirais un peu plus modestes, viennent d'eux-mêmes en parler, et ça va de pair aussi, je pense qu'on le verra avec Raphaël, avec l'actualité. Finalement, quand on entend parler beaucoup d'un Bitcoin qui aurait atteint son ATH, son plus haut niveau historique, d'un coup on en parle beaucoup dans la presse, forcément ça ruisselle. Il faut comprendre que le conseiller en gestion de patrimoine a un devoir de conseil. Mais donc, amener son client spontanément, sans que ce soit le client qui le sollicite, sur une classe d'actifs qui était encore naissante il y a quelques temps et qui s'est vraiment affirmée et qui aujourd'hui a des solutions d'investissement,
c'est complètement différent que de le pousser un peu dans les bras voilà, des sirènes. Et donc, on préfère toujours avoir une posture plutôt protectrice par rapport à ça. Mais donc maintenant, ce qu'on va appeler des clients un peu plus retail, un peu plus grand public, eux-mêmes nous interrogent sur quelles solutions sont à leur disposition. Et là, on l'a constaté, et on le verra aussi certainement avec Valéria sur les questions réglementaires, les solutions qui arrivent sur le marché vont de pair avec justement la réglementation qui permet, de purger certains acteurs que nous-mêmes, à l'époque, nous ne pouvions pas travailler avec, notamment tous ceux qui ne sont pas PSAN, donc qui n'ont pas le statut français, mais également par l'accessibilité, justement la lisibilité de ces solutions pour que nous puissions après les étudier et les présenter à nos clients. On va parler dans quelques instants avec Valéria tout simplement de la réglementation aussi des relations entre les conseillers en gestion de patrimoine et l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Mais d'abord, Raphaël Bottard, donc vous êtes fondateur et organisateur du Crypto Tour. Là, il va y avoir la 3e édition qui aura lieu le 19 octobre. Je précise que si vous regardez cette émission après le 19 octobre, restez avec nous. Il y a plein de choses intéressantes dont on va parler qui seront encore valables après le 19 octobre. D'ailleurs, dans l'événement, il y aura tout un tas de conférences qui pourront être retranscrites sur YouTube, enfin sur le site, vous allez nous dire. Mais vous, c'est quoi le but de cet événement? Vous voulez, au contraire, au lieu d'opposer les deux mondes, vous voulez les réunir, le monde de la finance traditionnelle et le monde de la crypto, tout simplement? C'est ça, exactement, Amaury. Quand on a créé le Crypto Tour, l'objectif au début, c'était de permettre à toutes les personnes qui sont en province de découvrir la crypto. Parce que la crypto en France est assez regroupée à Paris. Et donc, on a eu l'idée de créer ça à Marseille. Oui, c'est intéressant, ça, c'est très parisien pour vous, la crypto. C'est-à-dire qu'en région, il y avait moins d'events crypto comme ça. À part Surfing Bitcoin, il n'y avait pas d'événement majeur. Et donc, avec Cryptosphère, qui est donc une association étudiante, on s'est dit on va lancer ça à Marseille. On a lancé ça en 2022. Et donc, la première édition, la deuxième édition à Marseille. Et comme son nom l'indique, dans le Crypto Tour, il y a le mot tour. Et le but, c'était de se déplacer de ville en ville pour permettre d'aller chercher à chaque fois des nouvelles communautés qui sont la plupart du temps isolées. Parce que la plupart des crypto-curieux, comme je les appelle, ce n'est pas leur profession principale. Ils ne peuvent pas donc se déplacer à Paris, parce que c'est des vrais budgets de partir sur un événement professionnel aujourd'hui. Et donc, on a voulu aller directement auprès de ces communautés-là. Et cette année, on est donc à Lyon, avec un objectif. Au début, on était uniquement centré sur, on va dire, du retail. Et aujourd'hui, on s'est dit, il y a beaucoup d'événements qui le font déjà. La Paris Blockchain Week, plein d'autres. Nous, on va prendre un nouvel axe qui me tenait à cœur de par mes différentes expériences que j'ai pu avoir, on va dire, dans un milieu purement crypto, mais aussi dans le milieu de la finance traditionnelle que je découvre de plus en plus. Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'a freiné, c'est qu'on opposait toujours ces deux mondes. La finance traditionnelle, le grand méchant, et les cryptos, on va dire, les geeks sur l'ordinateur qui vont révolutionner le monde. Moi, mon approche, elle est différente, et c'est de se dire, aujourd'hui, il y a deux mondes, il y en a un, c'est un géant, et la crypto, on est encore une petite goutte d'eau, et le but, c'est qu'on va avoir besoin de tout ce savoir-faire, ce monde qui existe déjà, pour évoluer. Et on le voit aujourd'hui avec les ETF qui en sont la preuve. Clairement, qui aura à cet événement? Qui est-ce que vous allez vous faire rencontrer, tout simplement? Il y aura bien évidemment l'écosystème français crypto. On retrouvera notamment Owen Simonin, alias Asher, Claire Balva, Cyrus, Florent qui est ici, Valéria aussi. Moi, ce qui m'importait vraiment, c'était de se dire au début, on va aller chercher les acteurs traditionnels. Aujourd'hui, on voit très peu d'acteurs traditionnels pour deux raisons. La première, c'est que souvent, ils ont peur de s'engager en leur nom, parce que la crypto commence à être tolérée. Mais c'est de moins en moins le cas quand même. Voilà. Mais il y a toujours ce comme le disait Florent tout à l'heure, et finalement, comme c'est les clients qui commencent à demander à ce qu'on fasse de la crypto dans leur gestion de patrimoine, est-ce que le regard ne change pas un petit peu quand même des professionnels? Ça change, ou alors c'est encore un gros mot, la crypto, dans la gestion de patrimoine? Alors, pour les gestionnaires de patrimoine, c'est plus le gros mot qu'il était. Mais par contre, quand il faut engager sa marque, notamment les banques, les institutionnels, tout de suite, c'est un regard différent. Donc nous, on s'est focalisé justement à avoir certains de ces instituts, Deloitte pour ne pas les citer, l'Anacofi bien évidemment, et permettre en fait de dire aux acteurs crypto, aujourd'hui ils seront présents et ils seront là pour découvrir. Justement, nous sommes en ligne avec Valéria Faure-Muntian. Rebonjour Valéria, déléguée générale de l'Anacofi, donc l'Anacofi, Association nationale des conseillers financiers. Là, on a eu le point de vue des CGP avec Florent, des family officers. On a aussi le point de vue de ceux qui sont en train de rentrer sur le marché du travail avec Raphaël, qui organise un événement pour essayer de réunir les deux mondes. Mais Valéria, où en est la réglementation et surtout, où en est l'AMF dans tout ça, l'autorité des marchés financiers? J'ai l'impression que les CGP de manière générale attendent un peu des éclaircissements de l'AMF. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. C'est exactement le cas parce qu'on avait un régime qui avait été mis en place en 2018 qui s'appelait le régime PSAN,
une réglementation franco-française coécrite par l'AMF, les parlementaires, le gouvernement et la CPR. Donc, on se rappelle l'autorité des marchés financiers et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Maintenant, l'Europe s'est inspirée de cette réglementation française pour créer une nouvelle réglementation qui sera déployée sur l'ensemble du territoire européen, qui s'appelle MiCA. Et donc, cette nouvelle réglementation sera mise en place de manière non transposable, à application directement dans les régimes nationaux à partir du 1er janvier 2025. Toutefois, chaque autorité nationale a sa manière de mettre en place les choses. Et donc, on attendait l'éclaircissement de la part de l'autorité des marchés financiers de la mise en place de la réglementation en France. Sachant que le régime des conseils en investissement financier est un régime particulier. En France, c'est une adaptation de la réglementation MIF 2. Alors, je sais que je jargonne énormément. Tout ça pour dire que les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine en France, sont extrêmement réglementés et ont beaucoup de comptes à rendre à leurs autorités, à leurs associations professionnelles, de manière à le mieux conseiller possible leurs clients investisseurs. Et qu'est-ce qui manque concrètement, Valéria, justement? Il y a ces règlements qui sont en train d'être mis en place, MiCA, Marketing Crypto Asset, mais est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça permet aux conseillers en gestion de patrimoine de les aider à aider leurs clients à s'exposer à la crypto, tout simplement? Alors, il y a une chose que la réglementation MiCA éclaire clairement, c'est qu'il y a une façon traditionnelle de faire de la crypto, donc à travers des produits type unité de compte, type ETF qui ont déjà été cités à plusieurs reprises. Et donc, ils sont en dehors du système MiCA et donc accessibles à tous les gestionnaires en patrimoine. Et puis, il y a tout le reste et toute l'innovation finalement de la crypto et des blockchains qui ne seraient pas accessibles aux gestionnaires en patrimoine sans passer par le nouveau statut PSCA, c'est les anciens PSAN. Donc nous, à l'ANACOFI, ce qu'on a défendu auprès de l'AF, c'est que le texte MiCA le permet, à travers l'adaptation de l'article 60, permet au conseil en investissement financier de continuer à prodiguer les conseils sur crypto sans passer par le statut PSCA à proprement parler. C'est-à-dire qu'ils ne recommenceraient pas à zéro pour obtenir leur statut, mais auraient déjà une assise de par leur expérience de CIF. Ce n'est pas le cas à ce stade, et avec la réglementation qui arrive au 1er janvier, je vous avoue que nos adhérents cherchent à obtenir plus d'éclaircissements sur leur rôle à jouer dans le cadre de l'application de cette nouvelle réglementation sur le marché français. Et quel message on peut faire passer, Valéria, aujourd'hui? C'est la balle est dans le camp de l'autorité des marchés financiers, c'est à elle de revenir vers vous, entre guillemets, pour donner plus de précision? Exactement. On attend à ce que les services juridiques de l'autorité des marchés financiers puissent étudier plus en profondeur cette possibilité pour les conseillers en investissement financier français de pouvoir obtenir de manière allégée le statut PSCA, ou en tout cas pouvoir prodiguer les conseils sur crypto, sachant qu'ils n'avaient pas l'obligation de passer par le statut PSAN pour le faire entre 2018 et 2025 grâce à la réglementation de la loi PACTE. Donc aujourd'hui, ça leur enlèverait, si vous voulez, le droit de prodiguer du conseil sur les cryptos à partir du 1er janvier 2025 si ils étaient obligés de passer par le statut PSAN à travers MiCA, qui est un statut assez lourd à obtenir. Florent Trépeau, tout ce que dit Valéria, là, vous le partagez. Ça vous inquiète? Est-ce que vous avez peur de tout simplement pas pouvoir faire votre métier Complètement. À fond comme vous voudriez le faire, sans plus de précision de l'AMF? Alors, nous, on a été donc chez SGF assez avant-gardiste en commençant très tôt à accompagner nos clients sur ces questions-là. Effectivement, en l'état du texte, si rien n'est fait, d'ici quelques mois, nous n'aurons plus l'autorisation, si nous n'obtenons pas ce statut, de pouvoir continuer à le faire et donc de répondre aux questions de nos clients. Et là, je me permets de prendre 2 secondes de le rappeler. On a beaucoup de gens dans la crypto qui donnent des conseils. Beaucoup de gens qui d'ailleurs vous disent que c'est du conseil, ce n'est pas du conseil financier. Vous avez beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens qui produisent du contenu. Certains sont très bons, très pédagogiques. Mais par contre, il n'y a qu'une seule profession en France qui engage sa responsabilité personnelle, professionnelle et je dirais même morale sur les recommandations qu'ils vous font.
c'est les conseillers en gestion de patrimoine. C'est les seuls finalement à qui vous rendront des comptes à terme. Et donc que ces gens-là, qui sont normalement les premiers acteurs, les premiers vecteurs d'adoption et surtout les premiers filtres pour éviter justement tous ces escrocs qu'on a pu voir, finalement c'est des gens qui vont se surexposer, vont, comme on l'a pu le voir, vont emprunter leur maison, enfin vont hypothéquer leur maison, tout mettre sur une crypto, perdre tout du jour au lendemain. Ça c'est grave, c'est des drames humains qui se passent et ça nuit en fait à notre industrie, ça nuit en fait au message qu'on veut véhiculer qui est d'être une couche supplémentaire dans l'univers financier qui existe. On ne remplace pas, on complète. Et donc ne pas pouvoir accompagner et pratiquer notre métier là-dessus, c'est un vrai problème. Donc on espère justement que l'Anacofi va nous aider et Valéria est là pour défendre justement nos intérêts et je suis sûr qu'elle va réussir à faire bouger les lignes, comme elle a toujours montré le faire par le passé. Raphaël Potard, j'imagine que vous allez en parler au Crypto Tour à Lyon, là, qui aura lieu le 19 octobre. Qu'est-ce qui va être mis sur la table de ce côté-là? Enfin, alors, ça n'a pas encore eu lieu au moment où on fait cette émission, je le précise, mais les gens sont plutôt optimistes ou alors se disent j'ai l'impression que là, on a un métro de retard et on va pas pouvoir, les professionnels de la finance vont pas pouvoir travailler sereinement dans la crypto. Je pense qu'ils n'en ont pas encore conscience de dire qu'il y a un train de retard quand on voit ce qui peut se faire à l'étranger. Mais il ne faut pas non plus se dévaloriser en France sur ce qu'on fait parce qu'on voit l'écosystème, il est grandissant, il y a des événements de partout, il y en avait encore un à Toulouse le week-end dernier. Donc il y a vraiment une communauté qui attend que les choses se fassent et elle est active. On parlait du Crypto Tour. Il y aura notamment un de ces sujets qui sera sur la table avec Florian et Valéria sur ces sujets, notamment la grande convergence qu'on peut attendre entre ces deux écosystèmes et l'implication des professionnels au sein de la crypto. Et alors, sans nous spoiler, entre guillemets, on en est où de cette grande convergence? Combien de degrés, entre guillemets À mon avis... est-ce qu'elle est déjà bien entamée? Elle commence. C'est que le début, là. Je pense qu'il y a une prise de conscience, on va dire, des professionnels, où ils voient un intérêt. Ils sont en train de se dire, la crypto, c'est plus des jeunes de 25 à 30 ans qui sont concernés. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des CGP, mais c'est la porte d'entrée pour des clients entre 30 et 60, même plus. Quand ils vont entendre parler de Bitcoin, qui c'est qu'ils vont appeler? C'est leur conseiller en gestion de patrimoine. Et ça va être lui le premier relais. Et justement, Raphaël, vous êtes déjà actif dans la vie, vous travaillez déjà, mais vous êtes aussi en fin d'études. Comment est-ce que vous, quand on prend le pouls un petit peu justement des jeunes qui veulent se lancer dans les métiers de family officer ou de conseiller en gestion de patrimoine, est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à la crypto dedans? Ou alors la crypto, c'est un peu comme avec les aînés, ça reste un peu un gros mot, entre guillemets. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je sens que la crypto est plus tabou pour les étudiants. On a l'impression que c'est c'est un peu le fou de la classe qui fait du trade. On a l'impression que c'est quelqu'un d'un peu fou, ça fait pas un peu sérieux. isolé. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, c'est une classe d'actifs comme une autre. Mais c'est drôle parce qu'on a tendance à dire mais avec les nouvelles générations qui arrivent, ça va changer, etc. Et en fait, vous dites que c'est pas une question de génération. C'est pas le sentiment que j'ai. Je pense qu'il y a énormément de méfiance vis-à-vis des cryptos. En France, on est beaucoup focalisé sur l'immobilier, par exemple, ou sur plein d'autres classes d'actifs. Et il y a cette méfiance. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Cryptosphère IAE Lyon. On est donc implanté sur le campus de Lyon 3. Et c'est de créer une branche purement financière. Et c'est de permettre d'aller éduquer et former les étudiants sur ces sujets-là pour qu'ils puissent les implémenter. Avant de redonner la parole à Valéria, Florent, justement, en parlant de formation, vous formez aussi des conseillers en gestion de patrimoine. Comment on forme un conseiller en gestion de patrimoine, un professionnel de la finance à la crypto? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur apprenez? On commence par les basico-basiques, à savoir c'est quoi la tech, de quoi on parle, d'où ça vient, c'est quoi le Web 1, c'est quoi le Web 2, c'est quoi le Web 3, c'est quoi un smart contract, comment ça fonctionne une blockchain. On vulgarise, on ne rentre pas forcément dans le détail précis de comment sont calculés les hash rates, mais par contre, on fait toucher du doigt, enfin je fais toucher du doigt à mes confrères que ce n'est pas que quelque chose de virtuel, qu'il y a une valeur ajoutée derrière, qu'il y a l'exemple simple, Bitcoin, ça fait 10 ans que la blockchain fonctionne de manière indépendante. Il n'y a pas une entreprise centralisée aujourd'hui qui peut se targuer d'avoir ce genre de succès. Et quand on voit ce que la traçabilité que peut permettre de donner la blockchain, c'est incroyable. Quand nous-mêmes, conseillers financiers, on est obligé d'avoir une transparence et de pouvoir analyser les flux en fait. Donc il y a vraiment une vraie valeur ajoutée. Donc on part du basico-basique. Ensuite on parle plutôt du marché en général, donc on distingue les différents types de crypto. Et puis enfin on voit les innovations qu'on attend et les solutions aujourd'hui qu'ils peuvent proposer. Parce que comme je le disais avant, être capable de sourcer aussi les bons partenaires, c'est un véritable enjeu. Puisque nous en tant que conseillers, on est, comme l'a rappelé Valéria, très régulé, très contrôlé. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Et donc, c'est là où d'ailleurs je me permets de rebondir sur ce que disait Raphaël par rapport aux étudiants. Je partage ton sentiment. Il y a un peu la défiance, mais c'est pas de la faute des jeunes, c'est de la faute en fait plutôt de l'image que renvoie le système aujourd'hui éducatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours de crypto, c'est pas du tout encore intégré, et donc finalement ça paraît très lunaire, très lointain. Alors qu'en réalité, moi de mon point de vue, je recrute aujourd'hui des jeunes qui sont capables de se différencier. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent sur le marché du travail avec une formation de gestionnaire de patrimoine, comme dans d'autres domaines, mais la vraie question c'est qu'est-ce qui va les différencier des autres, et être capable de comprendre, d'intégrer dans son dialogue, de pouvoir échanger avec un client sur ce que c'est que de la crypto et si c'est pertinent dans son patrimoine, ça fait la différence. Raphaël, vous êtes sur la bonne voie. Valéria, donc pour résumer, vous attendez tous, tout l'écosystème de la gestion de patrimoine, des family officers, attendent des précisions de l'AMF. Vous pensez que ces précisions, c'est une question, c'est une question de raisonnement à avoir de leur côté, de process, ou alors eux-mêmes vous pensez qu'eux-mêmes n'ont tout simplement pas encore de réponse à apporter, qu'ils ne savent pas quoi vous dire? Alors, heureusement que les associations comme la nôtre, qui défendent les intérêts de nos adhérents, on n'est pas attentistes uniquement. On ne fait pas que attendre. On sollicite énormément l'autorité des marchés financiers pour obtenir leurs réponses et leurs analyses. Mais on travaille aussi parallèlement à réfléchir avec l'association type ADAN, par exemple, qui représente les acteurs de la crypto, sur la typologie de contrats qui peuvent être élaborés prochainement entre les futurs PSCA et les conseillers de gestion de patrimoine. On ne peut pas attendre parce que le marché n'attend pas, les clients investisseurs n'attendent pas, et on est dans l'obligation d'apporter réponses et conseils. Donc, à partir de là, on continue à travailler. Et je voulais réagir aussi à la convergence. Effectivement, elle a lieu. Elle a eu lieu il y a déjà quelques années de cela, avec beaucoup de prudence, certes, parce qu'il y a eu aussi de la communication négative sur les investissements en crypto. C'est comme toute classe d'actifs, dès qu'elle apparaît, on a connu d'autres scandales, des jeunes pousses et autres. C'est tout à fait cohérent. Mais la crypto devient une classe d'actifs qui est considérée par les conseillers en gestion de patrimoine et qui est assez demandée par leur pays. Donc, il est parfaitement normal qu'on converge. Il est même utile et indispensable que le tiers de confiance qui est le gestionnaire en patrimoine puisse comprendre, se former et conseiller. Ça permettra aussi le développement de la sphère crypto dans la finance et ça permettra de faire avancer aussi l'innovation en la matière. La convergence est en marche entre la finance traditionnelle et la crypto d'une manière générale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valéria Faure-Muntian, déléguée générale de l'Anacofi. Merci beaucoup, Florent Trépeau, Family Officer chez AJF Gestion Privée, d'avoir été avec nous. Et puis Raphaël Potard, fondateur et organisation du Crypto Tour et président de Cryptosphère à Lyon. Je rappelle, pour le Crypto Tour, ça aura lieu le 19 octobre à Lyon. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.